Eh bien, on va pouvoir commencer la conférence. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Ça nous fait plaisir de voir pour une première conférence autant de monde. Donc, merci à vous. Pour une rapide présentation, donc nous, on est l'association Patrimuse, donc du Master Patrimoine et Musée. On est une asso culturelle de Lyon 3. Vous avez peut-être déjà pu nous voir avec l'exposition qu'il y a au sous-sol de la bibliothèque. Et on organise aujourd'hui donc notre première conférence. Et pour cette première conférence, vous voulez un thème d'actualité, un thème qui parle à tout le monde. Et donc, on s'est tourné vers le patrimoine en temps de guerre, puisque je pense que si vous êtes aussi nombreux, c'est que ça vous intéresse, c'est qu'on en parle beaucoup, ou pas assez peut-être. Et donc voilà, on voulait pouvoir l'ouvrir à tous. Et on a choisi ce sujet-là comme premier thème. On a pu contacter différents intervenants qui ont très gentiment accepté de répondre à notre invitation pour venir chacun présenter leur spécialité. Et je vais leur laisser la parole directement pour qu'ils puissent se présenter. Et puis ensuite, le déroulé, ça va être une présentation de 20-30 minutes par intervenant, par personne. Et ensuite, je vous laisserai noter des questions si vous en avez, puisque vous aurez un temps de 30 minutes pour poser vos questions à la fin et pouvoir discuter de ces sujets qui, je pense, vous intéressent tous. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Camille qui va se présenter, et puis ensuite, je te donnerai le micro. Bonjour à tous, donc je m'appelle Camille Freyermuth, je suis chargée de recherche à la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture, et ça fait maintenant 3 ans que je travaille sur la recherche de provenance des biens culturels qui ont été spoliés pendant la période du nazisme. Donc, je suis le commandant Ariane Pinold, conservateur adjoint des musées militaires de Saumur, qui comprend le musée de la cavalerie et le musée des blindés. Cela fait 1 an maintenant que je suis à Saumur, mais en parallèle, et depuis déjà plusieurs années, je m'intéresse et me spécialise sur la question du patrimoine dans les zones de conflit et surtout du rôle que peut avoir l'armée de terre dans les théâtres sur lesquels elle intervient. À ce titre, j'ai été le premier conservateur militaire à être projeté sur un théâtre contemporain et je vous parlerai donc un petit peu de l'évolution de la prise en compte de cette question et du point où on en est arrivé aujourd'hui et nos projets pour l'avenir. Bonjour, donc moi je suis un autre profil, donc Vincent Negri, mais je suis chercheur au CNRS et je travaille sur des questions juridiques liées au patrimoine et à la culture. Depuis bientôt 10 ans, même pas bientôt, depuis 10 ans, je développe des recherches sur la question des patrimoines culturels dans les conflits armés, et donc, que ce soit pour l'UNESCO ou pour le Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà, donc, c'est ces questions-là dont je débattrai avec vous. Donc déjà, merci de m'avoir proposé de parler de ce sujet. Je vais vous parler aujourd'hui de la recherche de provenance des biens culturels spoliés dans le contexte des persécutions nazies, antisémites, perpétrées entre 1933 et 1945, son histoire, ses actualités et ses débouchés. Donc la recherche de provenance, c'est un combat transnational qui est mené dans le monde entier et qui est une discipline assez ancienne et complexe qui n'a pris ce nom que très récemment. Et c'est surtout grâce à l'essor du marché de l'art qui a entraîné un intérêt pour les origines des objets et leur parcours. Leur passage, par exemple, dans une collection prestigieuse ou renommée peut notamment accroître la valeur d'un bien et son prix à la revente. La recherche de provenance, elle a pris une dimension tout autre après la Seconde Guerre mondiale, une période pendant laquelle des millions de biens culturels ont été dispersés à travers l'Europe, arrachés à leurs propriétaires légitimes. Sous l'occupation allemande, le marché de l'art a été extrêmement florissant et a connu un taux de transactions exceptionnel, notamment à Paris, où en fait tout se vend, que ce soit à des vrais amateurs, à des faux amateurs, à des Allemands, des francophiles, des nazis convaincus, des collaborateurs ou des
ou des Français lambda. Les œuvres circulent, changent de propriétaire, elles passent de main en main, sans facture, sans trace, sans preuve, et donc éventuellement sans pédigré. Et donc, dès les premiers jours de l'occupation, les grandes collections des marchands juifs de Paris, qui ont été repérées déjà avant la guerre, sont saisies par les autorités allemandes. Des intermédiaires connus comme Joseph Angerer ou Bruno Lose, qu'on voit ici, prélèvent des œuvres d'art de valeur inestimable pour satisfaire le lucre des grands dirigeants nazis, comme ici on peut le voir Hermann Göring ou alors le chancelier Adolf Hitler lui-même. À partir de juillet 40, c'est l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg qui lance les premières opérations de saisie en France occupée. Et durant l'été 1940, ce sont près de 450 caisses d'objets d'art qui vont être saisies dans les grandes collections parisiennes. À partir du mois de novembre 1940, le musée du jeu de paume est réquisitionné par les Allemands pour suppléer au séquestre du musée du Louvre, où les salles vides ont servi à entasser les caisses qui ont été saisies dans les collections et qui s'entassaient déjà à l'origine à l'ambassade d'Allemagne. Ainsi, des dizaines de milliers d'objets d'œuvre vont transiter par le musée du jeu de paume, où elles vont y être inventoriées, empaquetées, avant de partir pour l'Allemagne, où elles rejoignent des dépôts situés aux quatre coins du territoire du Troisième Reich, comme par exemple à Bixheim en Allemagne, au château de Kögel ou de Neuschwanstein en Autriche, ou encore à Nikolsburg, en actuelle République tchèque. Parallèlement aux spoliations effectuées par l'occupant, le régime de Vichy met en place à partir d'octobre 1940 des lois relatives au statut des Juifs qui permettent progressivement une dépossession totale de leurs biens. Et ainsi, le commissariat général aux questions juives va jouer un rôle décisif dans l'arianisation des commerces et des entreprises détenues par la communauté juive. Les administrateurs provisoires sont nommés pour mener à bien la liquidation, notamment par la vente aux enchères ou la vente de gré à gré des stocks des commerces, et ainsi permettre l'arianisation des sociétés. Après la fin du conflit, les efforts des Alliés se concentrent sur la récupération et la restitution des biens spoliés à travers l'Europe et retrouvés sur le territoire allemand. Donc les collecting points ont été créés à cette époque pour recevoir les œuvres et permettre aux Monuments Men and Women de les identifier et de les rapatrier en direction de leur pays d'origine. En France, les collecting points agissent et travaillent en coopération avec la commission de récupération artistique, la CRA, qui a été créée le 24 novembre 1944, et également l'Office des biens et intérêts privés, qui prendra la suite de l'action de la CRA. Rose Valland, qui a pu récoller de nombreuses et de précieuses informations concernant la destination des œuvres d'art grâce à son poste au jeu de paume, va donc travailler tout le restant de sa vie à restituer les œuvres d'art jusqu'à son départ à la retraite. Donc c'est les chiffres qu'on a donnés et qu'on a adoptés au cours de l'histoire font état de 100 000 œuvres spoliées en France pendant l'occupation. 60 000 d'entre elles ont été retrouvées et 40 000 sont restituées dans l'immédiate après-guerre. Les 20 000 restantes sont passées par des commissions de choix et on en a retenu 2 000 qui sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui des MNR, Musées Nationaux Récupération. Ce sont des œuvres qui sont actuellement en dépôt dans des musées français, mais qui ne font pas partie des collections françaises. Et le reste des œuvres, donc les 18 000 qui n'ont pas été sélectionnées, ont été vendues par les domaines dans les années suivantes. Le sujet des spoliations a ressurgi au moment des années 90 grâce à un certain nombre de publications et d'événements. Déjà en 93, c'est l'historienne Laurence Bertrand d'Orléac qui publie L'art de la défaite et qui devient l'une des premières chercheuses françaises à montrer l'ampleur du trafic d'œuvres d'art pendant l'occupation. Et 2 ans plus tard, en 95, on a un réel tournant historiographique puisqu'on a la publication de 2 ouvrages majeurs pour l'histoire des spoliations. C'est l'ouvrage de Lynn H. Nicholas, Le piège de l'Europe, les œuvres d'art volées par les nazis, et l'enquête menée par le journaliste Hector Feliciano, intitulée Le musée disparu, enquête sur le pillage d'œuvres d'art en France par les nazis. Donc ce climat qui est
propice au questionnement sur le rôle de la France durant la Seconde Guerre mondiale, entraîne le 16 juillet 1995 le discours du président de la République, Jacques Chirac, pour la commémoration du 53e anniversaire de la rafle du Veldiv. Et dans ce discours, il reconnaît officiellement la responsabilité de l'État français dans la déportation et la persécution des Juifs de France et insiste sur cette dette imprescriptible du pays à l'égard des 76 000 déportés juifs de France. C'est donc ce discours qui va engendrer une série d'évolutions sociales et culturelles qui permet à la question des spoliations par les nazis de refaire surface en France. Donc l'action concrète menée par le gouvernement français pour accompagner cet engagement mémoriel annoncé par Jacques Chirac se déroule par la création de la mission d'études sur la spoliation des Juifs de France, qu'on connaît mieux sous le nom de la mission Matteoli. Donc cette mission, elle est chargée d'enquêter sur les biens qui ont été... elle est chargée d'enquêter sur plusieurs sujets, par exemple l'arianisation économique, le blocage des comptes bancaires, le pillage des logements, la spoliation des biens laissés par les internés qui ont été déportés dans les camps, les contrats d'assurance ou encore les droits d'auteur-compositeur. Elle a évidemment travaillé sur le pillage de l'art et sur les conditions de confiscation des biens immobiliers et mobiliers qui appartiennent aux Juifs de France. Le rôle de cette mission, c'est de rendre un bilan qui doit servir de base pour fixer une politique de restitution nationale. La mission donc rend un rapport final qui met en lumière la spoliation et qui évalue l'étendue des spoliations réalisées en France. Et elle va donc donner naissance, donner naissance à un rapport général et 9 rapports spécifiques, dont un consacré au pillage de l'art qui a été rédigé par Isabelle Lemann de Chermont et Didier Schulman. L'arrêt des activités de la mission Matteoli s'accompagne de la création de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, qu'on appelle la CIVS, et qui est toujours active aujourd'hui. Et parallèlement à tout ça, donc tout ce qui se passe en France, on a également des choses qui bougent à l'échelle internationale, puisque en 98, on a la conférence de Washington qui est organisée, au cours de laquelle 44 pays se réunissent pour discuter de la restitution des œuvres spoliées par le régime. Et donc ces accords de Washington, qui sont non contraignants portent sur le recensement des œuvres d'art et l'identification de leurs propriétaires avant-guerre ou leurs ayants droit, et préconise donc une coopération majeure entre les différents protagonistes pour parvenir à une solution juste et équitable afin que les œuvres spoliées et confisquées puissent être restituées à leurs véritables propriétaires. Pour revenir à la France, en mars 2013 est lancée une nouvelle vague de recherche sous l'impulsion d'une mission d'information de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication du Sénat, dirigée par Corinne Bouchoux, sénatrice du Maine-et-Loire, ainsi que par la ministre de la Culture Aurélie Filippetti. Et donc à partir de cette date et jusqu'en 2017, ce sont 14 MNR qui vont être restitués grâce aux études menées par un groupe de travail qui est constitué par des professionnels de musées, des professionnels des archives et également des membres de la CIVS. Les restitutions se sont donc accrues et la recherche a connu des progrès tangibles. Mais malheureusement, on a toujours des obstacles techniques et juridiques qui empêchent la poursuite de cette démarche. Et c'est ce qui a été mis en lumière par David Zivie dans son rapport intitulé « Des traces subsistent dans des registres, biens culturels spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale, une ambition pour rechercher, retrouver, restituer et expliquer », qui a été remis en 2018 à la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Et donc dans ce rapport, il exprime le souhait d'une amélioration du dispositif des recherches de provenance des biens issus de la récupération artistique et propose dans cette voie de créer un lieu de pilotage et de visibilité des recherches sur les œuvres spoliées et pour remédier donc à la dispersion et donc encourager la recherche en histoire et en histoire de l'art, créer par exemple des prix, des bourses de thèse et favoriser aussi une formation du point de vue universitaire en recherche de provenance, puisque c'est déjà le cas dans d'autres pays comme en Allemagne ou aux États-Unis.
Et pour démontrer à nouveau cet engagement de l'État, Édouard Philippe, en juillet 2018, à nouveau dans un discours pour commémorer la rafle du Veldiv, promet un renforcement des services dédiés à la restitution des biens culturels. Et donc c'est cette prise de parole et cette décision qui mène à la création de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 33 et 45 du ministère de la Culture, pour laquelle je travaille aujourd'hui. Donc, je vais vous parler un peu plus en détail de ce qu'on fait à la mission au quotidien et comment le travail est séparé entre tous les membres de l'équipe. Donc, à la mission, on est une équipe de 6 personnes, donc avec David Zivy, notre chef, et 5 autres personnes qui sont à la fois issues du service des musées de France, de la cellule biens culturels mobiliers de la CIVS, et voilà, qui ont été raccrochés tous ensemble pour créer la mission. Et donc, nos activités se divisent à peu près en 2 catégories, la recherche et la sensibilisation et la médiation. Donc, pour ce qui est des recherches, on mène des recherches proactives sur les MNR, donc les musées nationaux récupération, mais aussi sur des livres présumés spoliés, des œuvres conservées dans des collections publiques, et tout ça en menant des enquêtes approfondies dans des fonds d'archives, dans des bibliothèques, et on réalise également des expertises pour le compte d'institutions publiques qui abritent des œuvres spoliées ou présumées spoliées. En ce qui concerne la sensibilisation et la médiation, on anime et on développe un réseau de chercheurs, d'interlocuteurs à la fois dans le secteur privé et public, national et international. On sensibilise les publics, on conseille les conservateurs, les familles, les chercheurs et les historiens. Et on conçoit également des politiques d'explication et de présentation des œuvres spoliées qui sont notamment utilisées dans des formations à des professionnels de musées, par exemple, des professionnels des DRAC, des bibliothèques. Par exemple, on anime une formation à l'INP, une formation à l'ENSIB, et on participe également à des formations universitaires dont je parlerai un petit peu plus tard. Et on participe évidemment à des colloques, des séminaires et des conférences comme celle-ci. Mais notre activité principale, c'est le traitement des dossiers de la CIVS. Donc les familles dont les ancêtres ont été dépossédés peuvent déposer un dossier de demande d'indemnisation à la CIVS. Et dès qu'un dossier mentionne des biens culturels mobiliers, donc des objets culturels, des livres, etc., le dossier arrive à la mission. Et à partir de ce moment-là, on commence à effectuer des recherches historiques sur la spoliation. Ensuite, on réalise un état des lieux de toutes les œuvres qui ont été spoliées, qui nous permet ensuite de réaliser des fiches de provenance par œuvre. Ces fiches de provenance, elles sont constituées de toutes les bases de données qu'il faut qu'on consulte pour essayer de retrouver l'œuvre, et de même pour les fonds d'archives. Et bien sûr, cette fiche de provenance, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas arrêtée sur un seul modèle, et elle évolue en fonction de l'objet sur lequel on travaille. Et donc, on a à la fois des bases de données générales, comme les bases nationales qui regroupent toutes les collections de France, mais aussi des bases spécialisées sur la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, le l'ERR Project, qui passe en revue toutes les archives de l'ERR, et également qui propose une base de données qui regroupe toutes les œuvres qui ont transité par le Jeu de Paume et qui ont été très bien documentées à l'époque, donc qui nous permettent un peu de retrouver certaines œuvres de cette manière-là. On travaille également beaucoup avec le RBS, c'est le répertoire des biens spoliés, qui a été publié entre 47 et 49 en France. Et c'est une publication assez massive de 6000 pages qui regroupe tout un tas d'informations sur une sélection d'œuvres qui ont été spoliées à des propriétaires français. Et donc, c'est classé par type d'œuvre, et ensuite par artiste, par titre, et après tout est ossérisé, Dieu merci, sur notre réseau, donc on a plus de facilité à retrouver des œuvres, mais c'est un outil extrêmement important et qui est disponible à tous et qui est en ligne. Donc voilà, si jamais dans la salle il y a des futurs conservateurs qui doivent acquérir une œuvre pour un musée, il y a quelques bases de données qu'on peut facilement consulter pour vérifier si une œuvre n'a pas été spoliée par le passé. Et donc pour en revenir au dossier CIVS,
Si l'œuvre est retrouvée, donc évidemment la mission prend contact avec la maison de vente par laquelle elle est passée, le musée où elle est conservée. Et si par contre l'œuvre n'est pas retrouvée, on réalise une étude de prix à partir des ventes de l'artiste entre 35 et 55 pour essayer d'avoir une valeur approximative de l'œuvre au moment de sa spoliation. Et ensuite, après toutes ces recherches, on rédige une note de synthèse qui sera transmise à la CIVS. Et ensuite, la CIVS rendra un avis sur le dossier. Maintenant, la mission va étendre ses activités grâce à la promulgation de la loi du 22 juillet 2023, donc sur la restitution des biens culturels spoliés dans le contexte des persécutions antisémites entre 33 et 45. Et donc cette loi qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat, elle crée dans le Code du patrimoine une dérogation au principe d'inaliénabilité des collections et elle permet donc ainsi la sortie d'un bien des collections nationales pour être restitué aux ayants droit qui soit se seront manifestés eux-mêmes, soit qu'on aura retrouvé dans le cadre de recherches proactives. Et donc cette loi, elle permet d'éviter d'à chaque fois créer une loi d'espèces comme celle du 21 février 2022 qui avait permis la sortie d'une douzaine d'œuvres, il me semble, des collections nationales pour être restituées. Et donc cette décision de sortie des collections, elle est décidée, elle est rendue possible après l'avis d'une commission qui est en fait la CIVS. Et donc, dans nos activités, on va aider les musées et les bibliothèques dans leur démarche de recherche et également de restitution. Mais le gros problème, c'est qu'il faudrait vraiment beaucoup plus de postes de chercheurs de provenance, notamment dans les musées, parce que voilà, la mission, on est 6, on ne peut pas faire le travail de toute une nation. C'est déjà le cas en Allemagne. Dans pas mal de musées en Allemagne, on a un chercheur de provenance, voire plusieurs par musée. Et donc, ce serait vraiment bien que les musées embauchent. Donc, c'est déjà un peu le cas. On a un chercheur de provenance au musée du Quai Branly, un chercheur à la Cité de la Musique, un au musée de l'Armée, quelques-uns au Louvre, mais voilà, c'est encore un peu trop. Et puis il y a un poste qui vient d'ouvrir à Orsay aussi, mais c'est encore trop lacunaire et voilà, il faudrait que ça change. Et c'est déjà un peu en train de changer au niveau universitaire, puisque maintenant on a des formations en recherche de provenance qui sont assez récentes. On a tout d'abord le diplôme universitaire recherche de provenance des œuvres, circulation, spoliation, trafic illicite et restitution de Paris-Nanterre, qui a ouvert il y a maintenant 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est un programme hybride qui se compose de 230 heures de cours à distance et d'une semaine de formation en présentiel à Paris. Et ce DU-là, il se valide avec la rédaction d'un mémoire de recherche sur un sujet au choix. Et on a la nouveauté de cette année, c'est le Master 2 bien sensible, provenance et enjeux internationaux de l'école du Louvre, qui a été lancé là à la rentrée 2023-2024, qui ouvrira en fait en novembre. Et donc c'est un parcours professionnalisant qui a pour but de répondre à justement ce besoin des musées et des institutions pour la recherche de provenance et la documentation du parcours des œuvres. Et donc là, c'est quand même un master assez général. C'est pas du tout spécialisé sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a vraiment ça va couvrir toutes les aires géographiques et toutes les périodes historiques également. Et on a également aussi des formations à l'étranger. Donc, on a le Master de Bonn, Provenienzforschung und Geschichte des Sammels, donc recherche de provenance et histoire des collections, qui propose aussi des cours d'histoire de l'art et de droit comme à Nanterre pour avoir une approche assez transdisciplinaire du sujet et qui aborde également toutes les régions et toutes les époques. On a la Nazi Era Art Provenance Research Hybrid Training Program de Denver, donc qui est accessible avec une licence ou un équivalent. Et c'est également donc un programme hybride. Donc il y a une majorité de cours à distance et il y a, il me semble, quelques visites de musées en présentiel, comme par exemple le musée de Denver ou le musée de Kirkland.
Et à nouveau, encore une nouveauté, c'est le Certificate of Advanced Studies de l'Université de Neuchâtel qui a ouvert cette année et qui, celui-ci, encore à nouveau, se divise en 2 modules, un consacré au contexte colonial et l'autre aux spoliations pendant la période du national-socialisme. Et si jamais le sujet vous intéresse toujours un peu plus, un peu moins, je ne sais pas, je fais un peu de pub pour le ministère. On a lancé un podcast. Pour l'instant, il n'y a que 6 épisodes. Mais 6 épisodes qui retracent 6 histoires de biens spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale et qui sont extrêmement bien documentées. Et si jamais voilà, ça vous plaît, il y aura également 2 autres épisodes qui vont sortir en novembre, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui porteront sur l'artiste sculptrice Shana Orloff. Voilà, je vous remercie pour votre attention. En quelque sorte prolonger le propos, puisque finalement, il peut y avoir aujourd'hui des restitutions des biens spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est parce qu'il y a dans le droit, et notamment dans le droit international d'abord, un principe de réparation. C'est-à-dire que quand on décide de restituer, finalement, c'est on répare le préjudice subi par une personne. Et cette question de réparation, elle s'installe dans le droit international, et après dans les droits nationaux, elle s'installe en regard d'une obligation dont je vais vous retracer l'histoire, d'une obligation de respect des biens culturels dans les conflits armés. Vous voyez bien, je veux dire que si vous n'avez pas cette obligation finalement de ne pas cibler, de ne pas saisir les biens culturels, vous ne pouvez pas avoir une obligation de réparation. C'est-à-dire que la réparation est la conséquence de la violation d'une obligation de protection des biens culturels. Et donc, sur cette question-là, donc, vous connaissez donc le temple de Bel à Palmyre, et donc je commence par ce temple parce qu'aujourd'hui il n'est plus, et donc je terminerai par lui justement. C'est-à-dire que ça me semblait intéressant de démarrer avec cette image. Finalement, vous montre effectivement aussi la manière dont on regarde, dont on s'approprie, dont on crée un sentiment d'attachement vis-à-vis de certains monuments. Puisque bien évidemment, s'il y a une destruction derrière dans un conflit armé, ça veut dire que va se nouer la question du préjudice. Et donc, que ce soit une destruction, une dispersion, une spoliation, la réparation, c'est aussi le miroir d'un préjudice subi soit par un individu, soit par une collectivité. Mais on aurait tort de considérer que s'en prendre au patrimoine culturel est quelque chose de tout à fait récent, notamment dans les guerres. Simplement, je crois qu'il faut avoir présent à l'esprit que prendre pour cible le patrimoine culturel dans un conflit armé est quelque chose d'assez classique, parce que finalement, déjà au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'était le cas. Quand Ashurbanipal conquit une partie de la péninsule arabique, je dirais qu'à un moment donné, vous voyez effectivement les soldats d'Ashurbanipal qui détruisent avec méthode les remparts de la ville conquise, donc de Sousse. Et en fait,
dans le récit qui en est donné, hein, il dit « J'ai ordonné à mes soldats de détruire les remparts, de détruire les cornes d'or, de briser les statues. Hein, et puis à la fin, il dit, de toute façon, de détruire les temples. Et il dit à la fin, j'ai ordonné qu'on répande du sel pour que rien ne repousse sur la terre des lames. » Vous voyez, donc la violence envers la culture de l'autre, envers la culture du peuple qui est dominé, c'est une affaire millénaire. Quand Titus conquit Jérusalem, l'arc de Titus, qui est au bout du forum à Rome, levez les yeux en haut du panneau sud de l'arc de Titus, vous verrez effectivement l'armée qui ramène la Ménorah, prise dans le temple de Jérusalem. Plus proche de nous, vous reconnaissez l'homme aux bicornes. Donc, c'est ce que quatre maires de Quincy appellent les spoliations napoléoniennes. Le mot spoliation, c'est quatre maires de Quincy qui l'emploient à propos, dit-il, du démembrement des collections par les armées commandées par Napoléon. Et dans un autre registre, Goya illustre effectivement cette rapine d'un soldat napoléonien qui, après avoir soit assommé, soit trucidé le moine, s'empare, vous voyez, des biens liturgiques. Pékin, palais d'été, ce qu'il en reste en 1860, après la guerre de l'opium menée par la France et l'Angleterre. Je vous renvoie au texte de Victor Hugo, lettre au capitaine Butler. Le capitaine Butler demande effectivement, il est tout émoustillé, s'adresser au grand homme et il dit « Regardez effectivement ce qu'on a fait, comme c'est bien ». Et Victor Hugo lui envoie une lettre de 3 pages que vous trouvez très facilement sur Internet, disant effectivement que, vous verrez qu'à un moment donné, il dit « J'espère qu'un jour viendra où on rendra ce butin à la Chine spolié ». La Chine a dressé un inventaire des biens. Ils ont fait la chinoise, 1 million d'objets. Guerre coloniale. Dans la guerre coloniale, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait sinon s'accaparer la culture de l'autre? Donc là, vous avez des soldats qui posent, la légende a dit, des soldats britanniques qui posent fièrement au pied du butin. Donc cette question, le vocabulaire est intéressant aussi. Et donc les objets que vous avez là aujourd'hui, eh bien, notamment les 2 léopards, vous en avez un entier et puis l'autre, vous voyez effectivement que la partie arrière, les 2 léopards sont au British Museum. Alors il s'agit de Benin City, au Nigeria, et non pas de Bénin, l'État du Bénin. Donc voilà. Alors, en regard, il y a la question de la réaction. La question de la réaction, ce qui veut dire que, on va dire, bon, on va aller sur le terrain du droit. Mais avant d'aller sur le droit, cette réaction, elle s'installe aussi dans une doctrine politique, philosophique. Et donc le droit va finalement rendre ces principes-là opposables et obligatoires. Alors, puisque je suis parti loin en amont, on peut regarder finalement comment... donc chez Polybe, vous avez... Alors j'ai mis quelques extraits, on peut en trouver d'autres, mais on ne va pas faire en florilège des réactions justement. Donc vous avez Polybe, vous avez Cicéron, et on va se dire, bah oui, c'est parce que civilisation grecque, latine, ainsi de suite. Ben non, parce que du côté sud de la Méditerranée, c'est la même chose. C'est-à-dire que Abou Youssouf Yacoub, historien marocain au 8e siècle après Jésus-Christ, raconte la conquête par les troupes de Mahomet, par le second calife, donc le beau-père de Mahomet, pour le coup, et il dit attention, et donc le second calife dit aux soldats, mais attention, vous allez rencontrer des moines, vous allez rencontrer des populations, prenez-en soin. Vous voyez, donc, c'est pas... Voilà, c'est très ambivalent.
Et puis, celui qui va théoriser cette question-là, dans le droit, alors on peut citer Grotius, mais Grotius, il faut aller piocher dans le texte, c'est pas très confortable, c'est moins pédagogique, on va dire, que ce qu'en dit le juriste suisse Emer de Vattel. Emer de Vattel, il vous dit, voilà, je veux dire que non, on doit épargner les édifices respectables par la beauté. Et vous voyez bien, ce que pose Emer de Vattel est important parce que c'est un juriste, et il écrit ça dans un traité du droit des gens, aujourd'hui on dirait un traité de droit international, au XVIIIe siècle. Et surtout, finalement, chez Emer de Vattel, ce qu'il y a, c'est qu'il trace les contours de ce qu'on va appeler, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on va appeler en droit au XIXe siècle, un principe d'immunité des biens culturels dans les conflits armés. C'est-à-dire qu'une obligation d'abstention de tout acte d'hostilité envers les biens culturels. C'est ce que dit Emer de Vattel. Mais après, une nuance en disant « sauf s'il y a une nécessité ». Vous voyez, c'est la dernière phrase. Et ça renvoie au principe qu'on connaît de nécessité militaire, qui est un principe clé du droit de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des obligations, mais sauf s'il n'y a pas d'autre solution pour avancer dans la conduite des opérations. C'est ce que dit Emer de Vattel, ce qu'on appelle un principe de nécessité militaire qui est gradué dans la version UNESCO, il est gradué en nécessité militaire impérative, inéluctable, ainsi de suite, voilà, en fonction du degré de protection que l'on accorde. Et finalement, dans le droit, c'est à la charnière des 19e et 20e siècles que vous avez les premières conventions qui, dans une formule qui va vous surprendre, codifient le droit de la guerre, donc qui créent un droit de la guerre. Et dans cette codification internationale du droit de la guerre, vous avez 2 articles, notamment l'article 47, qui, ça peut paraître anodin, parce qu'il fait 5 mots, il vous dit « le pillage est formellement interdit ». Mais, en fait, c'est un virage à 180 degrés, simplement parce que jusque-là, alors, ce que je vais vous dire n'est pas tout à fait juste, mais jusque-là, le droit au butin existait. Alors, les armées avaient commencé déjà au 19e de le réglementer, voire de l'interdire, mais dans des textes adressés, dans des manuels militaires. Mais en droit international, on l'interdit formellement. C'est fini, c'est-à-dire que vous voyez bien, plus de butin, donc plus de butin, plus de trophées. Donc l'image que vous avez vue des soldats britanniques de Bay City, vous l'oubliez. Enfin, ça ne peut théoriquement pas se produire. Parce qu'il y a aussi une donnée, c'est que ce droit n'est pas rétroactif. Ce droit ne vise que l'avenir. Et donc, plus de pillage, donc plus de saisie de biens culturels, même si le mot n'apparaît pas, c'est le pillage en général. Et puis, l'article 56 du deuxième alinéa vous dit toute saisie, destruction, dégradation de patrimoine culturel est interdite et doit être poursuivie. Et donc, le défaut majeur du texte, à ce moment-là, doit être poursuivi, mais par qui? Par quelle instance doit-il y avoir des poursuites? Et donc, finalement, l'instance, aujourd'hui on la connaît, vous allez la voir dans un petit moment, c'est la Cour pénale internationale, mais c'est un siècle après. Le CPI est créé en 1998. Là, on est un siècle avant. Et donc, on va graduellement installer cette idée. On va l'installer avec un pacte dans l'entre-deux-guerres qui dit les biens culturels sont neutres. Vous voyez bien, la question de l'immunité se joue aussi dans des questions de vocabulaire. Donc neutre, ça veut dire qu'on ne doit pas prendre à partie ces questions-là. Et puis, le texte clé, c'est la Convention UNESCO. C'est une charnière, c'est-à-dire qu'en 1954, l'UNESCO adopte une convention en considérant qu'il y a un principe d'universalité du patrimoine et que donc, à partir de là, c'est-à-dire que tous les États sont liés entre eux par ce qu'on appelle une responsabilité collective de prendre soin du patrimoine des autres. Vous allez me dire, c'est un peu le monde de oui-oui, mais parce que ça n'a pas toujours bien fonctionné. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne toujours très bien encore aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, c'est-à-dire que même si vous me dites, forcément, quand vous voyez qu'au début 20e, on dit on ne peut pas saisir, on ne peut pas détruire, il y a un principe d'interdiction, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, vous allez dire ça n'a pas marché.
Mais si Camille, aujourd'hui, peut vous expliquer la restitution, c'est parce que justement, la restitution, elle répare la violation de l'obligation qui a été posée début du XXe siècle et qui a été reprise par une déclaration interalliée en 1943 pour la Seconde Guerre mondiale, dans des textes en France en 1945, ainsi de suite. Vous voyez bien, voilà, il y a une espèce de contexte qui fait qu'on restitue pour réparer la violation. Et quand on remonte en amont, on se dit, ben oui, c'est des principes qui ont une certaine antériorité. Donc c'est à ça que ça sert aussi. C'est-à-dire que même si on dit, ben ça n'a pas marché, si, mais ça sert aussi à réparer aussi. Sinon, on ne peut pas réparer, très clairement. Et donc, je vais vous prendre quelques exemples. Alors, je suis un peu désolé de démolir votre affiche, mais en fait, les Bouddhas de Bamiyan, ce n'est pas la guerre. Parce que les Bouddhas, c'est pour ça que je l'ai mis, j'ai dit parce qu'il faut quand même qu'on précise ces questions-là. Les Bouddhas de Bamiyan, c'est février 2001, février-mars 2001. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais c'est quand même une violence. Oui, c'est une violence, mais c'est un État souverain en février-mars 2001 qui décide délibérément de se séparer d'une partie de son histoire. Et alors, ne pensez pas que les talibans se sont réveillés un matin en disant « Tiens, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va se payer les Bouddhas. » Non, c'est un acte qui est justifié, mais qui est justifié en droit par un décret qui est le décret du Mollah Omar du 26 février 2001. Voilà. Alors, forcément, c'est une traduction qui est due à Pierre Sans-Livre, puisque c'est le spécialiste, un Suisse qui a vraiment travaillé sur ces questions-là, et donc qui a effectivement fait de l'histoire, en quelque sorte. Et donc, vous voyez, effectivement, il s'agit de fracasser, bien évidemment, mais il y a une destruction après, bien évidemment. Vous allez peut-être me dire, c'est un peu du délire. On peut le dire. Voilà. On peut, ça ne vous oblige pas à être d'accord avec ce texte-là, on est d'accord. Hein, mais juste, effectivement, à un moment donné, voilà, il y a une justification qui est donnée. Et je vous dis ça simplement parce que c'est un État souverain. Sinon, si ça avait été la guerre, on aurait pu l'empêcher. Or là, effectivement, la communauté internationale s'est agitée dans tous les sens, mais le principe de souveraineté, c'est qu'on ne peut pas aller sur le territoire d'un État pour l'empêcher de détruire son propre patrimoine. Voilà. Et donc, les Bouddhas, on les a perdus. Mais on a perdu que les Bouddhas. Avant, on avait effectivement assisté à Dubrovnik. Bon, alors, ceux qui sont au premier rang voient peut-être effectivement la légende sous novembre 1991. Hein, c'est une photo qui vient de Paris Match, donc tout est possible. Hein. Donc la légende, c'est la terrifiante beauté de la guerre. Mais ce qui est intéressant, finalement, si je regarde Paris Match, c'est que cette photo, c'est que l'auteur, le militaire, qui a délibérément ordonné qu'on bombarde la vieille ville de Dubrovnik, classée au patrimoine mondial de l'humanité, eh bien, a été condamné par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie pour avoir justement commis ce crime de guerre. C'est un crime de guerre. Et on sous-estime en fait assez fortement on ne mentionne pas assez, à mon sens, l'apport de ce tribunal pénal international parce que c'est quand même la première fois que des militaires sont condamnés pour avoir délibérément ordonner la destruction d'éléments du patrimoine culturel. C'est-à-dire militaires bosniaques, militaires croates, serbes. Et donc, l'auteur, celui qui a dirigé les attaques contre Dubrovnik, contre le pont de Mostar, contre la bibliothèque de Sarajevo, ont été condamnés sur ces chefs d'inculpation par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Vous voyez, effectivement, alors voilà. Et vous voyez bien ce que dit le tribunal, qui est vraiment le miroir ou l'écho de ce que disait le préambule de la Convention de 1954. Et puis, ce qui est intéressant aussi, parce qu'une question peut-être qui apparaît et qui est sous-jacente, c'est de se dire, mais finalement,
est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin dans la presse? On voit apparaître, et surtout alors aujourd'hui, on voit apparaître le mot de génocide culturel, depuis l'Ukraine, depuis et ces dernières semaines, depuis ces derniers jours, depuis la question du Haut-Karabakh. Voilà. Alors, cette question-là, en fait, elle est intéressante parce que dans le droit, c'est pas possible, parce que le génocide, oui, mais le génocide culturel, non. Pour autant, on voit que, comment vous dire, en droit, il y a toujours un moment donné que pour pouvoir qualifier un crime, il faut des éléments de preuve. Et si vous êtes sur le crime de génocide, quelles sont les preuves que l'on va recueillir de l'intention génocidaire? Pareil, c'est-à-dire qu'on n'est pas là, on n'est plus sur du journalisme. Il faut effectivement des preuves tangibles. Eh bien, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a été confronté à ces questions-là. C'est-à-dire que quelles sont les preuves que je vais retenir de l'intention génocidaire des auteurs, justement, donc, de ces crimes de masse? Eh bien, parmi les preuves, il retient l'intention, vous voyez, il retient la destruction délibérée de mosquées et de maisons appartenant, donc, de biens qui font partie du patrimoine de ces peuples-là, comme l'intention de détruire le groupe. Et vous voyez bien, donc, ce droit évolue. Alors, effectivement, c'est par touche. Ce droit évolue aussi parce que, finalement, vous avez effectivement, si je viens sur une affaire plus récente, qui est 2010-2012, exactement en 2012, donc la destruction des mausolées à Tombouctou, et puis bien évidemment, qui sont par ailleurs classés, qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité, et ça pose la question effectivement de l'acceptation d'un patrimoine universel. Et on sent bien effectivement que les djihadistes ne sont pas dans ce trip, vous voyez là. Et que finalement, au contraire, ça va devenir un argument pour eux. Voilà. C'est-à-dire que, et c'est le même argument finalement que Daesh vis-à-vis de Palmyre. C'est-à-dire que plus on s'est excité sur Palmyre, plus Daesh a fait sauter. Vous voyez, à un moment donné, ces questions-là, elles sont compliquées finalement. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas? Et finalement, cette affaire-là est intéressante parce que ça a été la première application de ce qu'on appelle le statut de Rome, le statut de la Cour pénale internationale pour destruction de biens culturels. Vous voyez bien, dans le statut donc, de la Cour pénale internationale, eh bien, il y a un article 8 qui est très long, mais qui, je vous ai mis seulement l'extrait qui nous intéresse, qui définit quelles sont les catégories de crimes de guerre. Et dans ces catégories, il y a le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, enseignement, à la science, à les monuments historiques, ainsi de suite. Alors, c'est un vocabulaire qui finalement nous vient du 19e siècle. C'est ça qui est aussi curieux. C'est-à-dire que, vous voyez bien, si vous vous souvenez de ce qui a été dit précédemment dans les conventions de La Haye, en fait, c'est la même chose. Voilà. C'est les édifices religieux, caritatifs, culturels, voilà, c'est un lot. Et donc, qui font partie du patrimoine culturel. Et donc là, on a vu intervenir finalement, et c'est là où ce droit finalement se muscle un petit peu, enfin même fortement, on a vu intervenir une instance particulière qui est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est 15 États qui décident pour 197. C'est tout sauf démocratique. Sauf qu'ils ont un mandat pour décider d'office au nom des 197 autres membres des Nations Unies. Ils ont un mandat dès lors qu'il y a une atteinte à la paix et à la sécurité internationale. Et uniquement dans ce contexte-là. Donc, le pas qui a été franchi, et qui est quand même un pas important, c'est de considérer que l'atteinte au patrimoine culturel, protégé par le droit international que je viens de vous présenter brièvement, l'atteinte à ce patrimoine culturel est une menace contre la paix et la sécurité internationale. Vous voyez, faire ce petit bond-là, ça ne va pas de soi. De considérer que parce qu'on va détruire finalement des mausolées à Tombouctou, c'est une atteinte grave à la sécurité et à la paix internationale. Et donc, finalement, il y a une première résolution du Conseil de sécurité, et puis on arrive à attraper un des auteurs,
dire, parce qu'il n'était pas seul. Mais au moins, on en attrape un, donc c'est l'affaire Al-Mahdi. Dans l'affaire Al-Mahdi, ce qui est intéressant, c'est qu'il est jugé donc à La Haye par la Cour pénale internationale pour avoir détruit délibérément les mausolées à Tombouctou. Alors, il est habile, hein, parce qu'il plaide coupable, et puis il fait repentance, vous voyez, ainsi de suite. Ce qui fait, alors voilà, c'est-à-dire que dans la stratégie de défense, c'est important parce que ça fait diminuer la peine, voilà. Et donc, il est condamné à 9 ans d'emprisonnement en 2016, donc peine qu'il a intégralement purgée aujourd'hui, sans intégrer effectivement ce qu'on va appeler la part préventive, hein, donc, de la peine, donc peine intégralement purgée. Il vit au Royaume-Uni aujourd'hui, et surtout, ce qui est important, c'est l'ordonnance de réparation. C'est-à-dire que, puisqu'il a été condamné, donc reconnu coupable, on l'oblige à réparer. Et c'est la première fois que vous avez un tel texte. C'est-à-dire que où une juridiction internationale rend une ordonnance de réparation. Et vous voyez quand même, c'est une somme conséquente, parce que quand vous faites la somme, vous êtes, je ne sais plus, mais vous arrivez quand même à 2,7 millions dans mon souvenir, hein, c'est ça, ouais. D'euros. Vous voyez, donc, alors, il est insolvable, hein, bien évidemment, parce que vous voyez, 2,7 millions à réparer. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Soyez pas inquiets là-dessus. C'est qu'il y a des mécanismes financiers, des fonds de solidarité qui font que les victimes sont quand même effectivement réparées, même si l'auteur des faits est insolvable. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, finalement, c'est les pertes économiques ici, parce que ce sont les pertes économiques des communautés, des populations. Ça veut dire que dans ce que Camille vous a expliqué, il y a des victimes, mais la victime, en fait, dans le droit international, c'est depuis justement la Seconde Guerre mondiale. La victime n'existe pas dans le droit international des conflits armés. D'ailleurs, en général, elle n'existe pas dans le droit international. Elle existe à partir de la Seconde Guerre mondiale. Et vous voyez bien que finalement, la Shoah est le moment donné où les catégories explosent. C'est-à-dire qu'on est obligé... Enfin, jusqu'en 1945, on ne connaît que les armées en campagne, si je suis un petit peu caricatural. Et puis on se dit, mais non, effectivement, il y a des dommages aux populations civiles qui sont démesurés. Et donc là, effectivement, la notion de victime s'installe. Elle s'installe tant et si bien que là, eh bien, vous voyez bien, on considère que les principales victimes sont les populations locales. Et donc, la Cour identifie 3 catégories de victimes. Les populations locales qui reçoivent, hein, vous voyez, les 2 120 000 euros, l'État malien, du patrimoine national, qui par ailleurs est protégé au titre de la loi sur le patrimoine au Mali, qui est une loi qui date de 1985. Donc ce patrimoine était protégé par la loi au Mali. Et donc, c'est les dommages causés au bâtiment, et vous voyez donc 97 000 euros. Baisse. Et puis, alors, il y a un préjudice que je n'ai même pas indiqué, c'est la communauté internationale, puisque c'est UNESCO quand même, c'est le patrimoine qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Et donc, le montant octroyé à l'UNESCO, c'est 1 euro. Et moi, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que plus on descend sur le terrain, plus l'indemnité est forte, plus le préjudice est réputé avoir été vif, avoir été insupportable. Alors que, bien évidemment, la communauté internationale, elle n'a pas été, voilà, elle a été émue, mais elle va s'en remettre plus facilement que les populations locales. Voilà. Et puis, pour finir, je vous ai dit, on revenait sur le temple de Bel parce qu'il y a effectivement avant et pendant, donc aujourd'hui, il n'en reste plus rien, et ça vous renvoie à une action, à la question de ce qu'on a appelé les antiquités de sang, c'est-à-dire que le moment donné, on s'est dit, mais tout ça sert à financer le terrorisme international. Trafic d'œuvres d'art. Alors, vous avez vu circuler peut-être des chiffres absolument astronomiques. Voilà. Prenez-les pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour des chiffres avancés sans aucune preuve. Mais on sait par les archives récupérées sur les territoires délaissés par Daesh que quand même, c'était des sources de financement considérables pour Daesh. Et donc, on a adopté
le Conseil de sécurité a adopté en 2015 une résolution importante. Une résolution importante parce que elle oblige tous les États dans le monde à empêcher le commerce international d'objets en provenance de Syrie et d'Irak, et depuis le déclenchement des conflits dans ces deux pays. Alors, et vous voyez bien, parce que ce droit international, c'est d'abord un droit interétatique, donc c'est les États entre eux. Mais quand vous avez effectivement Daesh qui se fait appeler État islamique, mais qui n'est pas un État au sens du droit international, on ne peut pas négocier avec eux, on ne peut pas leur imposer des obligations. De toute façon, vous voyez bien que ça ne fonctionnerait pas. On ne peut pas négocier, on ne peut pas discuter. Et donc, on change de stratégie, et là, c'est là où le Conseil de sécurité a eu effectivement un rôle majeur. Le Conseil de sécurité a dit on va instaurer une discipline collective. Discipline collective, ça veut dire qu'on va faire un cordon sanitaire, de manière à ce qu'il n'y ait pas de trafic d'antiquités. Alors, toujours pareil, ce n'est pas parce que le Conseil de sécurité le dit, ça se passe comme ça dans les faits. Mais au moins, encore une fois, là, vous avez une obligation. Donc, si l'obligation est violée, eh bien, on devra restituer les objets qui sont indûment sur le marché. C'est aussi ça que ça signifie. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que, bon, je vous le passe rapidement, c'est-à-dire que même si des États n'ont pas ratifié les conventions UNESCO, notamment 70 sur le trafic illicite, eh bien, ils n'ont pas d'autre choix quand même que d'appliquer la résolution du Conseil de sécurité du 12 février 2015. Et puis finalement, vous voyez effectivement ce que dit le Conseil de sécurité dans une dernière résolution en 2017. Il réaffirme de manière claire que le fait de lancer des attaques délibérées contre des monuments, contre du patrimoine, de piller des sites, de vider des musées, c'est un crime de guerre. Et à partir de là, si c'est un crime de guerre, ça veut dire que la commission de crime, eh bien, génère une obligation de réparation. Et donc, s'agissant des œuvres spoliées, la réparation, ce n'est pas autre chose que la restitution aux ayants droit. Je vous remercie. Alors, par certains points, vous allez avoir quelques chevauchements avec ce qui a été dit par mes deux prédécesseurs, mais je vais remonter encore plus loin dans le temps, parce que moi je remonte pas au VIe siècle, je remonte au XIIe siècle, avant Jésus-Christ, avec ici la stèle de Hammurabi qui a été emmenée de Babylone à Suse par Shutruk-Taunte. Donc c'est un peu c'est exactement les mêmes mécanismes qui se retrouvent. Donc je vais pas refaire le déroulé de l'histoire, mais vous verrez que je prends d'autres exemples qui correspondent vraiment très exactement sur d'autres objets, mais à ce que vous venez de voir grâce au professeur Néry. Donc depuis l'Antiquité et la mythe ici, l'Empire romain aussi que l'on retrouve. Là, moi j'ai un autre exemple ici avec le voyage du quadrige du carrousel de Babylone à Venise, à Paris, puis retour à Venise. Donc je rentrerai pas de nouveau dans ces détails-là, et je vais tout de suite me revenir sur une période plus proche pour parler plus de l'impact sur notre territoire et ce que ça a provoqué en termes d'organisation au sein de l'armée française, et ensuite de le changement de perspective et de focale avec les interventions sur des théâtres plus lointains.
Comme vous l'avez donc bien compris, le sujet est loin d'être récent et on n'a pas attendu non plus la Deuxième Guerre mondiale et la création des Monuments Men pour qu'il y ait des unités qui s'intéressent, des unités de militaires ou de spécialistes d'histoire de l'art ou d'archéologie qui, dans un cadre militaire, vont s'occuper de biens culturels. Parce que les scandales récents ont existé à chaque guerre. Ici, vous avez la destruction de la cathédrale de Reims. On aurait pu parler pendant la guerre de 70 sur les tirs sur la cathédrale de Strasbourg, où on retrouve un peu les mêmes mécanismes qui sont mis en place. On voit bien que si un élément de patrimoine est touché, ça a aussi un impact. Dans l'état d'esprit, dans l'opinion publique, voilà, qui va se produire. Ici, cet impact, là je parlais de la cathédrale de Reims, on le ressent jusqu'au Canada, où c'est pris comme un argument pour dire engagez-vous pour des troupes canadiennes, qu'on pourrait se dire peut-être pas directement se reconnaissant dans ce patrimoine français. Et pourtant. Donc le patrimoine est vraiment compris comme étant aussi un potentiel enjeu de guerre qui peut peser sur les résultats du conflit. Au milieu de la guerre se met donc en place une équipe spécialisée, commission de protection des œuvres d'art en zone désarmée, accompagnée par un service de protection des monuments et œuvres d'art, pareil, en zone désarmée. Là, le premier objectif, c'est d'accompagner les autorités civiles sur la protection et la mise en sécurité des œuvres d'art et des biens culturels qui sont les plus menacés. Donc je vous passe les détails de l'organigramme, mais ça vous permet au moins d'avoir entendu parler une fois de l'existence de ces services et peut-être de les recreuser par la suite si ça vous intéresse. Il y a bien sûr aussi une mission d'inventaire, parce qu'on le voit aussi très fort. Il ne s'agit pas seulement de mettre des choses à l'abri, mais aussi de les documenter. Parce qu'un objet qui est certes physiquement présent, mais sur lequel on n'a plus aucune traçabilité, eh bien perd non seulement sa valeur historique, mais aussi toute possibilité de restitution, à moins de lourdes recherches comme celles qui peuvent être menées actuellement. D'où l'importance aussi de bien constituer sous ces éléments de documentation. Voilà, donc quelques-uns des personnages et des secteurs sur lesquels ils ont pu travailler, donc aussi bien sur les zones de territoire français, mais aussi sur les autres zones, notamment de l'armée d'Orient. Voilà, quelques exemples aussi de protection des églises, justement, très sensibles au soufre. Je vous laisse imaginer le remontage de tuyaux d'orgue s'ils n'ont pas été correctement documentés, là aussi, au moment de leur protection. Et quand s'annonce la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas tout oublié de la Première. Et dès les crises diplomatiques de la fin des années 30, la protection du patrimoine est planifiée, est envisagée. L'évacuation du Louvre elle est prévue. On sait quel plan déclencher en cas de menace. Après, ce sont les contingences diplomatiques qui vont influer sur le déclenchement de ces plans. Mais au moins, ils existent, ils sont prêts. Il y a bien cette conscience que si une guerre se déclenche, le patrimoine est vulnérable et il convient donc d'anticiper sa protection. Donc là, au sein des armées, on a cette fois-ci un groupement qui est déjà prévu et prêt à être mis en place, contrairement à la Première Guerre où il avait été décidé au cours du conflit.
Voilà, et qui va mener effectivement déjà des premières collectes, protections et sécurisation tout au cours de la guerre, voilà, sur des monuments, sur des collections de musées, des objets et des sites archéologiques. Je ne rentre pas trop dans le détail du travail de Rose Valland qui a déjà été largement abordé, mais c'est effectivement un personnage clé parce qu'elle s'est retrouvée confrontée à toutes les étapes de cette problématique des œuvres d'art qui avaient été spoliées. À la fois, je dirais, bien avant-guerre, parce que historienne de l'art, elle avait déjà une très grande connaissance du marché de l'art. Pendant la guerre, ou en tant qu'attachée de conservation au Jeu de Paume, elle a vu passer les caisses et elle a pu documenter justement l'arrivée de tous ces tableaux. De quelle collection ils provenaient et quels étaient leurs lieux de destination. Et dès l'arrivée des premières troupes de libération, partir sur les lieux de dépôt pour continuer à faire ces identifications et renvoyer autant que possible les tableaux retrouvés. Et encore bien longtemps après-guerre, après-guerre et bien longtemps jusqu'à la fin de sa vie, en travaillant aussi très activement à la rédaction de la Convention de La Haye de 1954, donc aussi là en préparation, en prévision, en posant les bases pour justement à disposer des outils juridiques qui conforteraient les restitutions pour d'éventuels conflits futurs. Vous voyez ici sur d'autres conflits beaucoup plus récents, la présence française en Algérie, au Cambodge, avec là encore des militaires qui sont placés spécifiquement pour protéger les monuments. Voilà. Mais il y a aussi d'autres exemples beaucoup plus récents dans lesquels cette conscience bien que étant maintenant assez présente, notamment avec la Convention de La Haye de 1954, elle n'est pas bien intégrée, on va dire, à tous les échelons. Et le gros coup de tonnerre qui a eu lieu lors de l'arrivée des Américains à Bagdad en 2003 a été le pillage du musée. Et ce qui a été largement reproché aux Américains, c'est de n'avoir pas pris en compte dans leur plan militaire l'existence de ce musée, sa vulnérabilité et le fait que ça pouvait être un site qui soit pillé, et c'est bien ce qui s'est passé, alors qu'il l'avait prévu pour d'autres bâtiments économiques notamment très proches du musée. Donc c'est vraiment le fait de n'avoir pas considéré le patrimoine comme étant aussi important que les bâtiments économiques qu'ils avaient su protéger qui leur a été reproché dans le cadre effectivement en plus d'un musée contenant des trésors de l'humanité. Et cet événement qui finalement n'est plus si récent que cela, 2003, l'armée américaine en porte encore les stigmates. Quand on parle à des Américains aujourd'hui dans les réunions internationales, on sent que c'est toujours une blessure pour eux, et ils ont bien compris que le monde entier avait réprouvé leur attitude sur le moment. Donc aujourd'hui, pourquoi on aussi intéressé encore sur ces questions-là ? Eh bien, enfin, ou du moins pour l'armée française. Déjà parce que ces questions de patrimoine, elles sont pas le patrimoine n'est pas seulement un enjeu collatéral des conflits, mais peut vraiment être pleinement intégré dans les effets militaires qui peuvent se produire.
c'est, je l'ai dit au début avec l'exemple de la cathédrale de Reims, un outil de propagande. Et quand on a une action sur le moral d'une des deux parties, on augmente soit sa propre force militaire, soit on diminue la force militaire de l'ennemi. Il peut y avoir un enjeu de financement, comme cela a été évoqué, on l'a vu avec Daesh. C'est les problématiques des luttes communautaires. Effectivement, le patrimoine peut être un révélateur de l'existence de ces luttes communautaires, comme dans cette question de génocide culturel. Cette notion de maîtrise de l'environnement humain, c'est justement quand on connaît le patrimoine, ça veut dire qu'on a quand on vient de l'extérieur et qu'on s'intéresse au patrimoine, on a accès aussi à la connaissance de la population du moment. Et enfin, le retour à la paix, dans le sens où l'accès au patrimoine à une consommation culturelle aisée est lié aussi évidemment à un climat de vie en sécurité qui est aussi révélateur de l'état de stabilité ou au contraire d'insécurité d'un pays. Voilà, quelques autres exemples de propagande. C'est très fort actuellement en Ukraine, où il y a un enjeu d'image qui est énormément exploité par les deux côtés, aussi bien le côté russe que le côté ukrainien. Les Russes cherchant à affirmer l'antériorité et l'homogénéité d'une même nation russe qui s'étend jusqu'aux frontières incluses de l'Ukraine, et l'Ukraine à l'inverse, montrant que son originalité est détruite visiblement par les armées russes. Je ne reviens pas sur le financement. Ah oui, donc là j'ai quelques détails effectivement oui. sur les luttes communautaires, l'environnement humain. Donc là quelques exemples en fait, aussi des liens qui peuvent se faire avec la population. Par exemple, ici sur des restaurations des sites détruits par les djihadistes au Mali. Et l'enjeu de retour à la paix. Vous voyez ici des cérémonies qui ont lieu à l'occasion de réouverture du musée national centrafricain à Bangui, qui a été fermé à la suite de grandes émeutes en 2012, et sa réouverture était justement un des marquants certaines normalisation de la situation, au moins à Bangui, à défaut de l'ensemble du pays, grâce aux efforts qui ont été faits entre les armées, la présence de l'armée française en Centrafrique et l'équipe du musée national centrafricain. Alors, sur quoi nous appuyons-nous pour penser les opérations ? Pour l'instant, c'est encore en état de structuration pour l'armée de terre. Il y a quelques documents qui existent, qui ont d'ailleurs été faits à l'origine dans un contexte... c'est une commande... C'est une commande de l'UNESCO que celui-ci. Donc, déjà, de récapituler tout le contexte militaire, tout le contexte juridique, auquel les armées doivent se conformer. L'élément clé étant la Convention de La Haye de 1954.
Mais il reste encore à écrire, à définir toute une doctrine qui précise bien exactement, finalement, un militaire, quand il est sur le terrain, qu'est-ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Il connaît la loi, il est accompagné de juristes qui vont pouvoir rappeler au chef de guerre que non, il ne peut pas utiliser tel bâtiment comme poste de commandement parce que c'est un bâtiment historique et qu'il ne peut pas l'utiliser à des fins militaires à moins de ne pas pouvoir faire autrement. Enfin, voilà. Mais le problème qui se pose, c'est encore faut-il être en mesure d'identifier ce qui est un lieu culturel et ce qui est un site historique majeur. Donc, il se trouve que l'armée de terre dispose, et c'est une originalité, je ne connais pas d'autres pays qui aient la même structure, une quinzaine de conservateurs à la tête de différents musées militaires qui sont tous issus d'études universitaires ou École du Louvre ou Institut national du patrimoine dans le domaine muséal ou de l'histoire de l'art. Certains de ces militaires ont commencé une carrière de terrain et sont passés ensuite en formation. Et d'autres, comme moi, ont été engagés immédiatement à la sortie des études et ont appris le métier militaire après avoir appris le métier patrimoine. Donc, en ce sens-là, l'armée de terre dispose vraiment d'une ressource assez exceptionnelle d'individus qui sont à la fois plus que sensibles aux questions de patrimoine et de culture, et en même temps conscients des mécanismes militaires, des besoins du commandement, et donc particulièrement à même d'apporter ce conseil et de mettre les points d'attention au bon endroit dans la chaîne de commandement pour qu'ils puissent être pris en compte intelligemment une fois sur le terrain. Parce que ça sert à rien de se promener avec des petits drapeaux en disant non, touchez pas au patrimoine. Encore une fois, déjà que quand on est sur place, on ne sait pas forcément toujours quel lieu va être un élément de patrimoine. Imaginez s'il faut l'expliquer à chacun des soldats individuellement jusqu'au plus haut de la chaîne. Donc il y a une place qui est en cours de structuration à prendre par ces conservateurs. Donc ça a été validé en juillet 2021 par des orientations données par le chef d'état-major de l'armée de terre, donc qui a bien confirmé que l'armée de terre allait travailler à établir les moyens d'appliquer concrètement les préconisations de la Convention de La Haye. Et notamment, dans la Convention de La Haye, il y a bien une notion d'information et d'instruction aux intervenants sur les conflits armés qui est présent dans le texte, mais qui est assez peu joué dans les différents pays. Mais ça se met en place de plus en plus. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Donc il faut déjà, avant de bien pouvoir la diffuser au sein des armées, la densifier, cette expertise, la créer. Donc ça passe par l'anticipation et la préparation, aussi bien sur comment théoriquement réagir, mais aussi sur l'étude des terrains avant d'intervenir. Une fois sur place, ou alors lors des exercices, apporter conseil et soutien. Voire être à la manœuvre de l'organisation d'exercices dédiés dans lesquels on va introduire un cas patrimoine, par exemple un exercice sur lequel on apprend au cours d'une manœuvre que l'ennemi s'est installé dans un musée. Et justement, comment va-t-on réagir dans la mesure où le musée est bien devenu un objectif militaire, mais on a quand même à cœur de ne pas détruire le musée et sa collection malgré l'intervention.
établir des collaborations avec les autres pays qui mènent les mêmes réflexions. Et enfin, sur place, être en déploiement, appui aux opérations. Donc ça passe par de la sensibilisation en amont, des formations spécialisées d'un petit peu plus haut niveau, et puis une formation continue pour tous les niveaux. L'armée de terre, et plus particulièrement la délégation au patrimoine de l'armée de terre, est devenue vraiment le référent pour toutes les questions ministérielles, voire venant d'autres ministres, sur la question du patrimoine en opération. Petit à petit, la diffusion de l'image du bouclier bleu, donc toujours liée à cette convention de la Haye de 1954, se diffuse. Vous voyez ici sur un camp d'entraînement, on commence à marquer des bâtiments de ce signe. Et puis des projets ici d'outils d'identification tels qu'un jeu de cartes par exemple. Enfin celui-ci il existe déjà, il a été sorti dans le cadre du manuel dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, en plus des questions ministérielles, bien c'est un soutien directement au commandement militaire. Et puis quelques déploiements qui ont commencé, donc comme je le disais tout à l'heure, en République centrafricaine où j'étais partie. C'était la première fois, si j'accepte le cas Rose-Valland, qu'un conservateur était projeté sur un théâtre en tant que conservateur, avec comme mission d'apporter ses compétences dans le domaine culturel à un pays allié et de participer ainsi aussi à sa reconstruction. Là, en l'occurrence, j'avais accompagné le directeur du musée dans la rénovation de la documentation qui avait été ruinée en quelque sorte par des inondations. En mettant en contact le musée donc dépendant du ministère du Tourisme avec le bataillon du génie de l'armée centrafricaine qui avait toutes les capacités pour refaire du mobilier, rénover celui qui avait été déformé par les inondations et remettre en état une salle fonctionnelle. Voilà, donc en fait, le rôle a été simplement de mettre en relation deux interlocuteurs locaux et par ailleurs pour le musée lui-même d'établir un premier plan de mobilier pour que tous les objets qui avaient été mis en caisse lors des émeutes puissent être sortis des caisses, étudiés, leur refaire suivre tout un circuit de chantier des collections pour voir déjà comment ils avaient passé les années dans les caisses dans le climat africain. On parle d'objets essentiellement en bois et en matière organique. Donc et le musée manquait même d'espace dans lesquels simplement disposer les objets une fois sortis des caisses. Donc on a travaillé ensemble pour faire des étagères, dégager des espaces, des tables pour qu'ensuite s'amorce ce chantier. Et là, le rôle du militaire ici, c'était simplement parce que on était dans une période encore assez instable, dans lesquelles c'est difficile d'envoyer des correspondants civils. Voilà, le militaire a accès à des zones qui ne sont par définition pas sécurisées. Même si là, Bangui, c'était un petit peu plus facile déjà à ce moment-là. Mais ça a permis d'amorcer un premier processus qui ensuite a été repris par le ministère de la Culture et par des fonds européens. Qui a ensuite accompagné tout le reste du chantier. Donc ça, vraiment, l'armée a juste joué le rôle de premier élément sur place, de premier intervenant, pour qu'ensuite ça puisse suivre un parcours civil beaucoup plus classique.
Le déploiement de mon camarade le capitaine Lebert à côté au Mali a été aussi extrêmement riche d'enseignements parce que là il a vu des situations très concrètes qui prouve bien que le commandement a besoin d'informations concernant le patrimoine culturel. La plus caractéristique, je trouve, a été le récit d'une patrouille qui est partie dans le désert faire sa tournée selon le circuit qui était prévu, passe dans un premier village, se fait acclamer par la population, continue son circuit, revient par quelques jours plus tard, repasse par le même village et se fait caillasser. Que s'est-il passé entre les deux ? Entre les deux, la colonne de véhicules d'infanterie est passée absolument sans le savoir sur un site qui était considéré comme un site archéologique, qui n'avait pas été identifié, qui n'était pas connu. Et la population, forcément, n'a pas apprécié ce manque à la fois de respect et des destructions qui s'en étaient en suivi. Alors, je vous rassure, c'était pas des destructions énormes, c'était pas une cavalcade infernale, etc. Mais au moins symboliquement, ça restait quelque chose de fort. Et donc, encore une fois, sans aucune volonté de blesser ni une population ni une valeur archéologique, mais simplement par méconnaissance, parce que ce sont des choses qui ne sont pas portées sur des cartes, qui ne sont connues que de manière très très locale, et ça demande encore une fois une capacité d'étude de terrain et de présence, et aussi une capacité de discussion avec les autorités locales pour obtenir ce genre d'informations qui ne sont pas publiés. Donc ces expertises terrain se doublent aussi d'échanges avec différentes instances internationales. Je vous montre simplement l'étendue des interlocuteurs que l'on peut avoir, aussi bien en France que sur les organismes internationaux, et même des relations avec des armées spécifiques en bilatéral. Donc on travaille essentiellement avec le ministère des Affaires étrangères pour les questions diplomatiques, le ministère de la Culture bien évidemment, le ministère de l'Intérieur aussi pour ce qui relève plus du trafic, avec les douanes, avec l'Office de lutte contre le trafic des biens culturels, avec lesquels nous sommes bien en lien, ainsi qu'une collaboration scientifique en accueillant des recherches de tout niveau, et notamment de master, sur la question du patrimoine en guerre. Quelques groupes de travail qui sont menés avec l'UNESCO, avec l'OTAN ou en Europe. Et des échanges croisés dans d'autres pays qui commencent aussi à mettre sur place leur formation d'officiers sur le terrain, avec effectivement cette différence que eux n'ont pas d'officiers qui sont déjà conservateurs. Alors selon les pays, ils vont faire appel à des réservistes qui travaillent dans les domaines d'histoire de l'art et de musée, comme les Américains, et qui vont employer militairement, mais à l'origine, ce sont bien des personnalités civiles. Donc, il y a eu un échange avec l'armée autrichienne, avec l'armée américaine, des conférences, participation aussi en enseignement des cours, encore d'autres exemples de conférences auxquelles on participe. Et puis, il y a toujours un enjeu de communication pour faire connaître tout ça. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails. Pour les choses en cours ou très, très récentes, par exemple, j'étais il y a un mois aux États-Unis sur la formation intitulée des New Monuments Men ou New Monuments Officers,
qui a travaillé essentiellement sur l'identification ou la lecture de cartes, d'images satellites sur ce qui se passe en Ukraine. Là aussi, on voit bien tout cet enjeu de documentation, d'analyse du terrain, et avec cette question qui nous était posée au cours de cette formation. Lorsque l'on localise une destruction sur un site qui est répertorié comme étant un site culturel, est-ce qu'on arrive à déterminer si c'est une destruction prise dans le lot, collatérale, ou si c'est intentionnel et visé pour pouvoir en tirer une connaissance du conflit et pouvoir aussi ajuster. Donc là, en l'occurrence, c'était une formation vraiment à destination de l'armée américaine. Donc si l'armée américaine s'intéresse à un tel outil, c'est bien parce qu'elle veut comprendre les motivations sur le terrain pour pouvoir ajuster sa propre réponse. C'est bien ça qui se met derrière. Voilà. Bon, c'est un sujet qui reste tout de même très, très vaste. Je vous ai donné quelques points, quelques exemples d'activités en cours. C'est des approches très, très complémentaires et très variées entre nous trois, et j'espère que ça vous aura donné une image voilà, un peu plus précise de ce que ça signifie que parler de patrimoine et de guerre. Eh bien, merci à tous les trois pour vos présentations, qui étaient très enrichissantes et chacune avec leur propre point de vue. On va maintenant passer à un temps donc de questions-réponses pour ceux qui veulent, pour ceux qui restent, qui va durer un petit peu une trentaine de minutes. Donc on a eu 10 minutes de retard, donc on reste dans les temps. On va faire passer le micro, vous aurez votre micro. Donc pour ceux qui veulent poser des questions, c'est maintenant, ils sont à votre disposition. Bonjour, merci de votre intervention à tous les trois tout d'abord. Moi, je voulais rebondir directement sur la dernière présentation, donc avec vous, madame. C'était une question concernant donc, les conservateurs du patrimoine qui intègrent l'armée. Il existe plusieurs spécialités dans le concours de conservation du patrimoine. Est-ce que toutes les spécialités peuvent donner accès à l'intégration donc, de l'armée ou seulement certaines spécialités en particulier? Merci. À l'INP et deviennent effectivement conservateurs du patrimoine. Donc, de fait, si je prends donc le parcours, c'est d'abord une formation du domaine du patrimoine qui peut être une formation à la fac et qui peut être une formation à l'école du Louvre selon les cas, pour déjà travailler quelques années au sein des musées de l'armée de terre essentiellement, et ensuite si le candidat a fait ses preuves, être sélectionné au moyen du tour extérieur. C'est un dispositif dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui existe au sein du ministère de la Culture et de la Ville de Paris. Donc au sein du tour extérieur. Et là, donc ce dispositif, à ma connaissance, a toujours été appliqué en spécialité musée. J'ai une question pour Camille. Est-ce que au cours de vos 3 années là, à la M2RS, vous avez eu des cas de MNR retrouvés ou pas? Alors, ça fait pas 3 ans que je travaille à la M2RS. Non, mais pas de souci. Ça fait 3 ans que je travaille sur le sujet. J'ai commencé en fait un master 1 de recherche, après un master 2 de recherche. Et là, ça fait bientôt 9 mois, je crois, que je suis à la M2RS. Et donc, on a eu... ces 9 derniers mois, il n'y a pas eu de grandes avancées. Enfin, il y a eu une restitution, c'était au mois de mars, avril.
mars. Au mois de mars, on a une restitution de 3 MNR, mais c'est des recherches qui ont été menées déjà il y a plusieurs années, et c'est juste que le processus de restitution est toujours assez long, parce qu'il faut retrouver absolument tous les ayants droit de la famille qui a été spoliée. Donc ça c'est pas quelque chose qui dépend de nous. On fait appel à des généalogistes et donc c'est eux qui font tout ce processus de recherche là. Et bon, après c'est toujours l'administration qui prend un peu de temps et voilà, qui mène des restitutions un peu tardives. On a d'autres MNR qui doivent être restitués et pareil, ça bloque au niveau administratif. Mais il va y avoir des restitutions dans les mois à venir. Moi, du coup, j'ai une question pour Camille aussi. Qu'est-ce que vous avez fait comme formation avant le master? Est-ce que vous avez plutôt une formation d'historienne ou plutôt en... Alors, je suis 100% historienne de l'art. J'ai pas du tout fait de droit, donc des fois ça porte un peu préjudice. C'est vrai que j'avais pensé à faire un DU de droit, mais je suis 100% historienne de l'art. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui pose un peu problème, parce que le sujet des spoliations, c'est vraiment à moitié entre l'histoire et à moitié entre l'histoire de l'art. J'aurais bien aimé faire une thèse, mais pareil, c'est difficile de trouver des directeurs de recherche, que ce soit en histoire ou en histoire de l'art, parce que personne veut de nous. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'est possible de faire de la recherche de provenance en ayant fait de l'histoire de l'art, du droit, enfin peu importe, c'est assez transdisciplinaire. Voilà. Merci. Bonjour, j'aurais une question également aussi pour vous. Est-ce que donc il y a la création de commissions, de cette mission dont vous faites partie, mais est-ce que vous avez connaissance de, on va dire, d'initiatives qui sont à peu près équivalentes pour les biens spoliés dans le cadre des colonisations? Est-ce qu'il y a des choses à peu près similaires ou pas du tout, parce que c'est peut-être un peu récent. Voilà. Merci. Alors, donc j'ai évoqué la loi du 22 juillet 2023. Donc il y a eu cette loi qui a été votée à l'Assemblée et au Sénat. À peu près en même temps, il y a une loi sur les restes humains, donc qui fonctionne de la même manière. Donc c'est un changement dans le code du patrimoine pour que les restes humains sortent des collections françaises et puissent être restitués. Et normalement, il doit y avoir une troisième loi justement sur les biens coloniaux. Mais le souci, c'est que le sujet n'est pas du tout au même niveau d'acceptation que les spoliations nazies, par exemple. Donc je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps à être déjà défini, parce qu'on a du mal à déjà définir biens coloniaux, biens extra-européens. Enfin, il y a plein de termes qui sont mis ensemble et bon, personne ne sait trop se décider sur l'ère géographique, jusqu'à quand il faut remonter. Enfin, c'est vraiment une question qui est en débat actuellement et je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc il y a quand même un peu de recherche de provenance, notamment je parlais du poste au musée du Quai Branly, mais c'est vrai que ça reste encore assez sommaire par rapport à tout ce qu'on fait par rapport à la Seconde Guerre mondiale.
Il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question pour vous, Monsieur Negri. C'était par rapport donc à la guerre en Ukraine et tous les conflits qui peuvent avoir lieu actuellement. Est-ce qu'on voit une évolution du droit sur certaines questions, du droit international? Est-ce qu'il y a des trucs, des débats ou des choses qui sont rediscutées, retravaillées? Les évolutions, si jamais évolution il y a, on les verra après le conflit. C'est-à-dire que le temps du conflit n'est jamais effectivement un temps où on élabore du droit. C'est-à-dire que, et qui plus est aujourd'hui, la difficulté du conflit en Ukraine, c'est qu'elle engage un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ça devient un peu compliqué. Dans le fonctionnement de cette instance, évidemment, ça crée une complexité que vous pouvez imaginer. Donc on le voit bien, je dirais que quand vous avez l'apparition de nouvelles obligations qui s'imposent aux États pour prendre en compte des situations nouvelles dans le cas des conflits armés, ce sera que le produit de l'analyse, de l'expérience d'un conflit. Et donc ça ne va pas se faire à chaud. Et puis, après, il y a toujours une frustration dans ce contexte-là parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, comment ils font, ainsi de suite. Quand, par exemple, on vous dit, mais comment les Ukrainiens sauvent-ils leur patrimoine ou mettent-ils à l'abri les collections de leur musée? Ils ne vont pas vous le dire. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous dire quelles sont les méthodes, quels sont les procédés, quels sont les protocoles mis en œuvre. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas livrer des informations éventuellement utiles à l'ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le temps du conflit n'est jamais le temps de l'élaboration de normes. Toujours après. Pour autant, dans le temps du conflit, je dirais que, par exemple, quand on protège les monuments pendant la Seconde Guerre mondiale, quand on évacue les musées pendant la Seconde Guerre mondiale, on capitalise sur l'expérience de la guerre d'Espagne, qui est toute fraîche. C'est-à-dire que tous les protocoles que l'on connaît aujourd'hui d'évacuation des œuvres, de protection des monuments pendant un conflit armé, le moment vraiment de basculement où ça a été fait à grande échelle, c'est la guerre d'Espagne. Et à partir de là, je dirais que je vous renvoie au manuel publié par Mouseion sur ces questions-là. Et ce manuel, il est précisément publié en 1939. C'est-à-dire que c'est un manuel qui récolte l'expérience d'un conflit tout feu, très, très récent. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine? Si on n'a pas, on peut terminer là et être tous à l'heure pour le match. Et merci à tous d'avoir assisté à cette première conférence. Je voulais encore une fois remercier nos intervenants qui ont eu la gentillesse de présenter leur spécialité et de répondre à nos questions. Je voulais aussi remercier le bureau de l'association Patrimus qui a œuvré à tous les niveaux pour mettre en place cette conférence. Donc voilà, on est 7 et ils ont fait beaucoup de boulot et on peut les remercier aussi parce que c'est grâce à eux. Et puis donc pour ceux qui veulent, il y aura une autre conférence sur un autre thème ici là, mais avec l'architecte qui a réalisé cette manufacture et qui a réalisé aussi la salle dans laquelle on est, qui aura lieu donc le 12 octobre. Pareil, on vous communiquera la salle pour ceux que ça intéresse. Donc il y aura une nouvelle conférence. Et puis encore une dernière fois, merci à vous d'être venus et bonne soirée à tout le monde.